Bonjour à vous toutes et à vous tous dans le studio de LiveSpace Pro. Bonjour, je m'appelle Ling, je viens de Hanoi Grapevine, je suis votre modératrice dans une série de tables rondes organisées par l'Institut français de Hanoï, Believe and Monsoon. Cette série s'inscrit dans une logique de faciliter des échanges entre professionnels vietnamiens et internationaux et français, bien sûr, pour mieux comprendre les enjeux de l'industrie musicale. Alors, on va proposer des solutions pour permettre à l'industrie musicale du Vietnam à s'intégrer au tissu international. Et ça permet en effet aux professionnels vietnamiens de tirer parti des riches expériences de nos confrères français et internationaux. La troisième table ronde porte sur alors comment aider les artistes vietnamiens. Nous avons trois sous-thèmes. Le premier sous-thème aborde les stratégies d'exportation de musique de la France. La deuxième sous-thématique, c'est les aides qu'on apporte aux artistes vietnamiens pour leurs projets de développement à l'international. La troisième sous-thématique porte sur les rôles des plateformes digitales. On va participer donc maintenant à la première sous-thématique. Nous avons des invités qui viennent de France en présentiel. Madame Luyet, qui nous suit à distance. Elle est chargée de mission du Centre national de la musique. Le Centre national de la musique, c'est un organisme public-privé sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, c'est un opérateur qui est très important et qui travaille avec tous les acteurs de la chaîne musicale, des acteurs en passant par les éditeurs. Et aussi, je voudrais vous présenter Monsieur Oscar Fengjean, qui vient de l'Institut français de Paris. Monsieur Bastien, qui vient de Business France. C'est une agence d'exportation de la France, surtout pour les PME, et vous vous occupez en effet du commerce électronique en Asie-Pacifique et en Océanie également. Merci pour votre présence. Je voudrais aussi vous présenter M. Emmanuel Cerise, représentant de la région Île-de-France à Hanoï. PRX, c'est une agence de coopération décentralisée. Le PRX se spécialise dans les métiers de la ville que sont l'urbanisme, l'aménagement urbain et la mobilité. Merci à M. Emmanuel Cerise. Monsieur, je voudrais aussi vous présenter une actrice, Madame Dorothée Hannequin. Elle est aussi productrice de films. Elle est fondatrice du groupe Rodeo. Alors, je suis très heureuse de travailler avec vous et merci pour votre présence lors de cette table ronde. Nous avons un autre invité, qui vient de Believe et qui va participer à la 12e sous-thématique. Merci de nous suivre dès le début. Avec les invités de haute marque, j'espère que notre audience ne ratera pas cette belle occasion pour poser des questions. Ceux qui sont présents dans cette salle sont invités à lever votre main. Je vois des nouvelles figures qui sont présentes parmi nous. Il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, c'est vraiment quelque chose dont je me réjouis à plus d'un titre. Merci encore une fois. Pour commencer, avec nos invités, j'aimerais bien poser une question à Madame Luyet, Céline Luyet.
Vous pouvez me donner quelques informations sur l'industrie de musique française. Quel est le pourcentage alors qui vient de l'exportation de la musique française? Parce qu'on veut avoir un panorama de la filière française. Merci beaucoup, Madame Fuguet. Vous pouvez répondre maintenant à ces questions. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier chaleureusement Monsieur Thierry Vergon pour l'invitation à participer à l'AIFCESPRO, qui est une initiative remarquable. Je vais essayer de vous dresser un panorama rapide de l'industrie musicale française et de ce que représente l'export de la musique française. L'industrie musicale française est une industrie solide qui est fortement soutenue par les pouvoirs publics. En ce qui concerne le secteur de la musique enregistrée, le marché observe une croissance constante depuis maintenant 5 années consécutives. C'est le 5e marché après les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les revenus du secteur de la musique enregistrée sont environ de 860 millions d'euros en 2021. Évidemment, comme dans beaucoup d'autres pays, le streaming représente la part la plus importante des revenus. Le marché français est un marché fortement domestique, ce qui peut représenter une difficulté pour entrer et pénétrer ce marché. La concurrence est assez forte entre les artistes internationaux et les artistes locaux. En ce qui concerne le secteur de la musique live, il y a une scène live très forte en France grâce à un nombreux réseau de salles de petite à grande capacité et des aides publiques qui permettent des prix relativement bas et un large éventail de festivals. Les recettes de la musique live en 2019 sont de 2,3 milliards d'euros, dont 1,25 milliard qui proviennent de la billetterie et 980 millions qui proviennent de la billetterie pour la musique populaire. Donc, évidemment, la scène musicale live a souffert des différents confinements dus à la pandémie de Covid-19, comme dans bien d'autres pays. Mais en 2022, la reprise se fait vraiment sentir et le choc est moins important que prévu. On estime à moins 10% de pertes par rapport à 2019. Ces pertes impactent tout le secteur, mais surtout les salles de petite à moyenne jauge. En ce qui concerne les revenus du secteur de l'édition musicale, eh bien, nous avons un organisme de gestion collective des droits d'auteur qui est leader dans le monde et qui s'appelle la SACEM. La SACEM est très efficace pour collecter les performances publiques. Et par exemple, à titre d'exemple, c'est aussi le premier OGC à négocier un accord avec TikTok. Les revenus de la collecte SACEM nationale et étrangère 21 sont d'1 milliard d'euros. Pour vous donner une idée du nombre d'entreprises musicales en France, on recense 1750 éditeurs, 1375 maisons de disques et environ 1500 entrepreneurs du spectacle. Donc par entrepreneur, j'entends les agences de production, de promotion, etc. Le bilan économique de l'export en 2019, c'est 316 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Ça représente environ 5550 dates de concerts à l'international. Et en ce qui concerne la musique enregistrée, 79% des revenus de l'export proviennent du streaming. Les labels et éditeurs français ont réalisé plus de 20 millions d'euros, 21,5 précisément, de revenus de synchronisation à l'export. Et en ce qui concerne les parts de marché par territoire, les chiffres d'affaires se fait en majorité en Europe à 64%, en Amérique du Nord à 22%, en Asie à 8%, en Amérique latine à 3%, en Océanie à 2% et en Afrique 1%. Alors évidemment, après, avec la crise Covid, on a l'export, en gros, s'est éteint et on n'a pas encore établi de chiffres pour la reprise 2021-2022, mais ça ne saurait tarder. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Wow. Vâng, cảm ơn chị Céline rất là nhiều. Merci beaucoup, Madame Céline, pour les informations qui sont très riches. Je vois bien alors les visages souriants, en effet, alors de l'audience, alors qui sont très impressionnés par les chiffres donnés par les filières d'exportation de la musique française. Hier, il y a eu deux invités, c'est Monsieur Đức Anh et un représentant de Hot Panda Media. On dit que si on a des spectateurs vietnamiens qui sont prêts à payer comme en France pour permettre aux artistes de mieux vivre. C'est un rêve qui peut devenir réalité sous peu, n'est-ce pas? Alors, avec des clients vietnamiens qui sont prêts à débourser pour acheter des billets de concert. J'espère que vous allez nous aider à développer cette filière, non seulement à l'heure actuelle, mais aussi à l'avenir. Merci beaucoup, Madame Fuguet. Monsieur Oscar, s'il vous plaît, concernant le travail que vous faites à Paris, je vois bien que vous vous occupez des projets musicaux. Et comment vous choisissez les produits musicaux ou bien les artistes pour leur déplacement à l'étranger? Quels sont les critères que vous fixez dans le choix de vos artistes? Alors, bonjour à tous. Bon, d'abord, je voudrais vraiment remercier Thierry pour pouvoir participer à cet événement, que je suis maintenant depuis 5 jours avec le Livespace qui s'est tenu la semaine dernière et Livespace Pro qui se clôture aussi ce soir. En termes de critères de sélection, nous, à l'Institut français, on couvre quand même un ensemble d'esthétiques qui vont en termes de l'électro, rock, pop, on va sur le classique, du contemporain, du jazz. Et l'ensemble des artistes français sont représentés au sein de cette maison pour leur développement à l'international. Je pense qu'il y a une autre dimension qui est aussi assez intéressante au niveau de la sélection de ces artistes, c'est qu'elle ne se fait pas uniquement au sein de l'Institut français, mais aussi en partenariat avec un certain nombre d'institutions, de structures et aussi d'acteurs publics qui participent à ces sélections. C'est notamment, on a une scène très importante par exemple à Paris, mais on travaille aussi avec l'ensemble des collectivités, des villes et des régions pour que les artistes de ces scènes soient sélectionnés et aient des chances de se développer à l'international. Et à ce niveau-là, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est aussi vraiment d'arriver à impliquer ces acteurs publics, que ce soit des municipalités ou des régions, dans la sélection des artistes et dans l'importance de leur valorisation à l'étranger, aussi bien pour le rayonnement des villes et des régions. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi un certain nombre de partenariats avec des structures que j'évoquerai juste à présent. Cảm ơn anh Oscar. Như vậy thì cái tính đa dạng rất là được chú trọng, đa dạng về địa lý. Je vous remercie de votre réponse. Donc, je vois que vous travaillez avec beaucoup de collectivités, de régions. Et donc, permettez-moi de vous poser une autre question. Pour les artistes qui travaillent avec l'Institut français, est-ce que ce sont des artistes jeunes, émergents ou bien des artistes déjà connus? Alors, à l'Institut français, on a un certain nombre de dispositifs pour accompagner les artistes à l'international. On soutient évidemment en partie des artistes émergents. Pour cela, on s'associe à des programmes qui sont organisés localement. On en a par exemple dans le jazz, dans les musiques du monde ou aussi dans les musiques actuelles. Je vais en citer un aujourd'hui qui s'appelle le FAIR, qui est le programme que l'on accompagne, dont on est partenaire à l'Institut français et dont Céline et le CNM sont aussi des partenaires importants et qui sont un peu, à l'image du Livespace aussi, des programmes de professionnalisation et d'accompagnement des artistes français à l'international, avec un ensemble de workshops comme ce qui a pu être organisé initialement. Et aussi, nous, en tant qu'Institut français, on apporte la partie internationale de ce genre de dispositif, c'est-à-dire la valorisation des artistes sélectionnés chaque année en direction du réseau culturel à l'étranger, des instituts et des alliances françaises, et aussi des festivals potentiellement partenaires de ces institutions. Donc ça, c'est un programme important que l'on soutient aussi en France, et on a aussi toute une action qui va être plus que de valorisation, qui va être aussi de mise en relation, de conseils
et de connexion de ces artistes avec l'international. Et peut-être si mon intervention se conclut là, je voudrais aussi évoquer un dernier dispositif qui est et qui fera lien avec la prochaine thématique, c'est que l'Institut français, on intervient énormément pour le soutien des artistes français à l'étranger, mais on est aussi présent pour que des artistes français, pour des artistes étrangers puissent venir en France et connaître un certain développement, comme des artistes vietnamiens par exemple. On a notamment un partenariat avec une structure qui s'appelle la Cité internationale des arts, qui accueille chaque année un certain nombre de résidents pendant une durée de 3 à 6 mois. C'est des résidents de l'ensemble des champs artistiques, mais notamment aussi des champs des musiques actuelles. Donc ça peut être des projets de recherche ou de création qui se déroulent en France. Il y a juste la nécessité d'avoir un partenaire étranger ou que ce projet soit porté par un institut français et une alliance pour pouvoir déposer un projet, et ensuite que ce projet puisse se réaliser en France pour une période de 3 à 6 mois. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, bây giờ tôi muốn hỏi chị Céline. Merci beaucoup, Madame Céline. Je voudrais encore vous poser une autre question. Pour la France, selon vous, quels sont les dispositifs d'aide et les politiques publiques les plus efficaces? Quelles sont les politiques françaises les plus efficaces pour aider à l'exportation de la musique française dans le monde entier? Merci pour votre question. Je vais vous répondre au nom du Centre national de la musique et pas de tous les acteurs français. Cette action internationale, la stratégie de développement international se déroule en 4 volets principaux. D'abord, la connaissance. Pour nous, c'est vraiment important de pouvoir transmettre toutes les ressources possibles en amont d'une stratégie d'export aux acteurs de la filière musicale. On fait une veille permanente des actualités des marchés internationaux qu'on restitue sur notre site par le biais d'une revue d'actualité des marchés internationaux pour les professionnels français. Ça, c'est un premier point. On essaye aussi de collecter tous les rapports et les données existantes dans chaque pays. Donc, par exemple, s'il existe en vietnamien des rapports qui aident à comprendre comment la filière musicale vietnamienne fonctionne, je suis très preneuse de recevoir toutes ces informations pour pouvoir les analyser et les transmettre aux professionnels français qui s'intéressent au Vietnam et qui ont des velléités de développement au Vietnam. On développe beaucoup d'études de marchés internationaux. Évidemment, on ne couvre pas tout le monde entier, on a des priorités. En général, ce sont les marchés solides et durables. Et ces études sont faites en collaboration avec les agents du ministère des Affaires étrangères. Je salue Sabrina qui est là dans la salle aujourd'hui avec vous, avec l'Institut français de Paris, bonjour Oscar, et les instituts français dans le monde. On organise également des formations dédiées pour les professionnels français au développement international. Donc ça, c'est pour la partie ressources, connaissances. On fait aussi des conseils et de la mise en relation. On accompagne tous les acteurs de la filière dans leur stratégie. Et cet accompagnement va du simple conseil à la mise en relation avec les acteurs locaux. On est présent dans de nombreuses conférences internationales. On crée aussi nos propres événements en France et à l'international, ce qui permet de développer les échanges entre les professionnels français et les professionnels internationaux. En fait, on essaye de relier les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. On aide évidemment au déplacement aussi, en collaboration d'ailleurs avec l'IEF sur un certain nombre d'événements. On est aussi membre du réseau européen des bureaux export de la musique. Donc au sein de l'Europe, on travaille l'export, on s'échange les bonnes pratiques, les nouvelles initiatives. C'est un réseau important pour nous. Et puis évidemment, il y a le volet financier. On aide les professionnels qui ont donc une bonne connaissance d'une vraie stratégie de développement, qui ont déjà une expérience de l'international, par exemple des artistes qui ont pu réaliser des tournées dans le réseau des instituts français et des alliances françaises auparavant. On aide les structures françaises, mais qui développent des artistes étrangers également, ce qu'on appelle la musique made in France. Ils peuvent aussi bénéficier de notre aide. En 2022, le budget pour la mobilité est de 4 millions d'euros.
Donc 2 millions pour les musiques actuelles, pop music, 1,5 pour la musique classique et 500 000 € pour le jazz. Donc on aide sur les tournées, les showcases promotionnels, les investissements en marketing, en promo, les déplacements, les résidences d'écriture entre artistes français et artistes étrangers qu'on organise dans plusieurs pays du monde. Et on est aussi attentif aux projets qui contribuent à l'innovation, au développement durable, à la diversité, à l'égalité de genre entre les hommes et les femmes. Et puis enfin, le dernier volet, c'est la communication, la recommandation. On diffuse en fait des playlists de musique made in France sur le site de What the France et on recense tous les concerts à l'étranger pour leur donner une visibilité internationale. Voilà en gros la stratégie de développement international. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Céline ạ. Infiniment pour... oui, alors j'aimerais bien poser une question aux représentants de Business France. Alors je suis très curieuse parce que je sais bien que vous apportez une aide aux petites et moyennes entreprises françaises qui s'exportent à l'international et au Vietnam, et notamment les sociétés de divertissement françaises. Lorsqu'elles veulent développer leur projet au Vietnam, qu'est-ce qu'ils cherchent au Vietnam? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de réussite dans le monde de la musique? Par exemple, une société française qui a réussi à s'implanter au Vietnam en la matière. Merci. Merci pour cette question. Et tout d'abord, je voudrais remercier évidemment Thierry Vergon et l'Institut français pour cette opportunité de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Concernant l'export français de manière générale, concernant le Vietnam, donc ce que recherchent les entreprises françaises en venant au Vietnam, c'est tout d'abord le dynamisme du marché. Donc on est sur un environnement qui est attractif, qui est un environnement qui est favorable aux affaires, avec une population jeune, une population connectée, qualifiée, technophile. Donc c'est ce qui attire en général donc les entreprises françaises dans le secteur des industries culturelles et créatives. On a aussi une qualité de vie, un potentiel marché très intéressant, avec un marché en pleine croissance, avec un PIB qui croît depuis 10 ans de 5 à 6% par an et qui devrait continuer à croître sur les 20 prochaines années. Et également, ce qui est intéressant, c'est cette population conséquente qui est proche des 100 millions d'habitants et une population qui est de plus en plus occidentalisée, avec une classe moyenne montante. Donc c'est ce qui attire en général les entreprises françaises. Au niveau global, on a de plus en plus d'acteurs français qui réussissent à l'international. Donc je laisserai Monsieur Eliman parler, qui en parlera beaucoup mieux que moi, de Believe, qui est une success story française à l'international. Pour ma part, j'aimerais citer Deezer, qui est une plateforme de streaming en ligne qui est très célèbre maintenant et qui s'exporte très bien, une vraie réussite française. On n'a pas, pour être tout à fait honnête, on n'a pas énormément d'acteurs français dans la musique actuellement au Vietnam en ce qui concerne le monde des affaires. Ce que j'aimerais citer tout de même, c'est dans les industries culturelles et créatives, on a quand même une belle représentation française dans le domaine des jeux vidéo. On a les deux géants, donc Gameloft et Ubisoft qui sont présents. Gameloft depuis un certain nombre d'années et Ubisoft qui s'est implanté maintenant il y a plus de 2 ans à Da Nang au Vietnam, qui rayonne un petit peu partout sur la zone Asie du Sud-Est. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Céline, on a côté Business France, on organise à l'international donc des pavillons France en partenariat donc avec le CNM. Donc, pour en citer quelques-uns, on a Classical Next donc aux Pays-Bas, là plutôt sur de la musique classique avec une quarantaine d'entreprises accompagnées. On a Jazzhead donc en Allemagne avec une cinquantaine d'entreprises. Donc là, on est plutôt sur la musique jazz. Et enfin, on a Womex au Portugal, donc sur une soixantaine d'entreprises, donc associations, artistes. Donc là, on est plutôt sur un secteur musique du monde. Et on espère qu'un jour, on aura un beau pavillon France dans le domaine de la musique ici au Vietnam.
Cảm ơn anh Bastien. Rất là Je vous remercie de vos propos. Après avoir vous écouter, je vois que le travail d'accompagnement et de soutien aux artistes et l'exportation de la musique est très important. Il s'agit d'un travail très dynamique qui nécessite une forte connexion entre différents mécanismes. Alors, permettez-moi de poser une question à Madame Dorothée. En tant qu'artiste, lorsque vous travaillez avec les organismes publics ou avec l'Institut français, par exemple, que pensez-vous de leur aide, de leur soutien? Comment eux ils peuvent vous donner un coup de main dans le développement de votre carrière? Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Concernant leur aide, elle est précieuse parce qu'elle nous permet de venir jouer à l'étranger, de s'exporter, de faire la promotion de notre musique, de notre art. Donc c'est indispensable de les avoir comme partenaires et aussi d'être notre lien parce qu'on n'a pas forcément toutes les capacités nécessaires pour pouvoir venir comme ça jouer et faire un concert. Donc c'est bien d'être en étroite collaboration avec eux pour donner un spectacle, un concert qui soit dans des conditions techniques aussi idéales et aussi de faire la promotion sur place, qui est important aussi avant de venir jouer. Donc moi je suis souvent en contact avec eux et on essaye de voir aussi les meilleures formules qu'on peut aussi, parce qu'il faut savoir aussi s'adapter quand on est artiste. On ne propose pas forcément le même concert qu'on va faire nous en France, les conditions techniques et également peut-être adapter un set aussi. Quand je dis un set, c'est une liste de chansons en fonction du public qui va être devant nous. Donc voilà, c'est plein de petites choses auxquelles il faut réfléchir avant de venir jouer à l'étranger. Mais c'est aussi quelque chose de très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup aussi collaborer avec des artistes locaux. Et pour ça, les instituts sont essentiels pour aussi nous guider vers qui s'adresser, avec qui on pourrait travailler. Et les collaborations amènent également beaucoup de choses parce qu'on revient avec plein d'idées, plein la tête. Et ça a aussi une ouverture pour pouvoir aussi mieux s'exporter et se faire connaître. Cảm ơn chị Dorothée. Merci beaucoup, Madame Dorothée. Alors, j'ai reçu une question en anglais, donc je me permets de lire ça en anglais. Alors, peut-être je vais demander à Monsieur Est-ce que vous... Alors, pour les artistes français, pour pouvoir bénéficier d'un soutien de l'État, du Centre national de la musique ou bien de l'Institut français, cet artiste doit signer un contrat avec une maison de disques ou bien est-ce qu'on est indépendant et on peut toujours bénéficier d'un soutien de la part du CNM ou bien de l'Institut français? Monsieur Fanjean, voilà, Monsieur Fanjean d'abord et Madame Céline après. Il faut en tout cas que l'artiste ait une base légale, enfin un statut juridique qui lui permette d'être soutenu. Un artiste ne peut pas être soutenu par nos dispositifs s'il est indépendant et uniquement en son nom. Donc, généralement, on est quand même dans un pays où il y a aussi une très forte structuration et de très nombreux acteurs qui font que beaucoup d'artistes ont quand même du moins un label ou un éditeur avec eux. Et c'est à partir de là, généralement, qu'on peut travailler, en tout cas, nous les soutenir dans leur développement à l'international.
vais répéter la même chose que ce qu'Oscar vient de dire. Alors, Vâng ạ, cảm ơn anh chị. Tôi thấy là bạn có đặt câu hỏi nữa là về việc làm sao để mà đi sang Pháp biểu diễn. Nhưng mà phần này thì tôi sẽ dành cho phần chủ đề tiếp theo luôn. Là phần mà làm sao để các nghệ sĩ Việt Nam được các liên hoan hay là các nhà tổ chức chương trình ở thế giới để ý đến. Thì trước khi mà bước sang phần thứ hai thì tôi rất là xin cảm ơn các khách mời ở phần thảo luận thứ nhất đã cung cấp các thông tin hết sức là bổ ích và rất là rộng mở về tình hình hỗ trợ cho công nghiệp âm nhạc ở nước Pháp ạ. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vâng ạ, ở chủ đề thứ hai này thì có các vị khách mời mà tôi sẽ giới thiệu và tôi sẽ mời lên sân khấu để ngồi cùng với tôi. Là mời chị Trang Chuối, nghệ sĩ Trang Chuối, thành viên ban nhạc Livebox và Windrunner, ban nhạc đã từng biểu diễn tại các cái festival âm nhạc lớn ở nước ngoài, ví dụ như là ở Hàn Quốc này hay là Trung Quốc và cả Thái Lan. Rất là cảm ơn chị Trang Chuối lên tham dự cùng. Xin mời anh Đông Nguyễn là sáng lập của Hot Panda Media. Anh Đông Nguyễn đã khá là quen thuộc với chúng ta trong 3 ngày thảo luận vừa rồi. Rất là vui khi mà anh Đông Nguyễn có thể đóng góp được rất là nhiều cho chương trình thảo luận. Và chị Alice là tổng điều phối của Liên hoan văn hóa nghệ thuật Made in Asia Festival. Đây là một liên hoan thường niên và là một hoạt động của Hiệp hội phi lợi nhuận Chin. C'est un festival annuel qui se passe en fait chaque année en France, dans le sud de la France, donc qui aide à mieux présenter les différentes cultures asiatiques en France dans le cadre de votre festival. Donc, vous pouvez nous poser des questions. Des questions peuvent être posées à nos intervenants. D'abord, j'aimerais bien donner la parole à nos invités qui vont partager en effet des informations, des expériences. Et après, on va donner la parole alors à l'audience. Chang Chuối, oui, je suis très impressionné par votre nom. Vous vous êtes produite sur plusieurs scènes dans le monde. Comment vous êtes parvenu, en effet, à sortir du Vietnam pour se produire à l'international? Est-ce que vous vous êtes fixé l'objectif de se produire fréquemment alors, sur les scènes internationales? Merci beaucoup, Madame Uyên, pour votre question. Comment on peut faire pour s'exporter, pour se produire à l'étranger? Dès la création de notre groupe musical, si on se produit uniquement au Vietnam, alors c'est très difficile alors pour se développer. Donc j'ai décidé et j'ai fixé l'objectif de se produire à l'étranger parce que je veux alors que mes chansons soient connues auprès de l'audience étrangère. Il y a en effet des différences entre les scènes internationales et les scènes vietnamiennes. Il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, l'artiste lui-même doit avoir une qualité de prestation artistique. Par exemple, l'artiste doit avoir un certain nombre de produits. L'artiste doit se produire fréquemment au Vietnam pour que son nom soit connu d'abord au Vietnam. Sur le plan de la qualité musicale, peut-être c'est seulement mon avis personnel. La qualité musicale réside dans la combinaison entre la touche personnelle et les tendances
dans le monde entier. Donc, il est très important de faire ce mariage. En outre, le marché vietnamien a des retards par rapport à des marchés internationaux et surtout le marché français. Donc, on doit progresser sans cesse en compétences techniques et aussi en philosophie musicale. Donc, on cherche à développer ce qui est original. On ne peut pas non plus imiter tout le temps parce que tout ce qu'on écoute en imitant, c'est quand même has-been, c'est quelque chose qui s'est passé de mode depuis une dizaine d'années. Donc, ce sont des efforts consentis par les artistes eux-mêmes. Mais comme Madame Andequin vient de le souligner, l'artiste ne peut pas tout faire et l'artiste n'est pas seul sur scène. Donc, il faut une équipe, il faut des connaissances, un réseau de contacts. Donc, si l'artiste est appuyé par les acteurs publics, c'est bien. Donc, si pour faire du tourisme musical, c'est simple, mais pour se produire de manière professionnelle, donc c'est autre chose. Donc, parfois, pour le premier concert à l'étranger, on doit assumer tous nos frais en fait liés à la tournée. Donc, si on veut simplement se faire connaître, on doit payer un certain coût initial. Mais vous m'avez posé une question, comment pourrait-on s'exporter? Alors, il faut se faire connaître auprès des autorités publiques qui vont nous présenter alors au public étranger, parce que l'artiste lui-même, s'il doit faire un effort seul pour s'exporter, c'est vraiment très difficile. Monsieur Dong Nguyen, s'il vous plaît, Hot Panda Media, votre travail, en fait, c'est d'aider en effet des artistes vietnamiens dans leur projet de développement à l'international. Qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Concernant le travail de Hot Panda Media, on travaille dans beaucoup de domaines, mais en ce qui concerne l'exportation de la musique du Vietnam à l'international, c'est la distribution et cela concerne les labels. Ce qui est le plus important, c'est que le produit doit être intéressant. Le produit doit être qualifié. Une fois que le produit réponde à certains standards internationaux, à certains critères, il faut bien investir dans le produit d'abord pour pouvoir l'exporter. Voilà, c'est ce que nous faisons en premier lieu. Deuxièmement, concernant la promotion et la distribution, on travaille avec les partenariats internationaux, on travaille avec les festivals, on travaille avec les mass médias. Et grâce à nos relations avec tous ces organismes, avec nos partenaires de distribution, donc lorsqu'on travaille avec ces organismes, on présente ces produits et on fait très attention à la propriété intellectuelle de ces produits. Et ce sont nos partenaires qui nous aident à promouvoir nos produits à l'international. Donc, pour nous, pour pouvoir exporter de la musique à l'international, il y a beaucoup de critères à suivre, hein, mais il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir une équipe, comme je viens de vous dire, le partenariat. Et donc, il faut avoir un réseau d'abord d'artistes et de partenaires. Donc, actuellement, vous travaillez avec les festivals ou bien vous travaillez avec les lieux de concert.
on ne peut pas dire qu'on a une belle chanson et on fait un concert. Donc, il faut faire une apparition dès le début. Alors, il faut être présent d'abord sur les plateformes digitales parce qu'il faut que l'artiste soit connu d'abord par le public via le streaming avant que l'artiste se produise en présentiel. Vous voyez, parce que si on fait du tourisme musical, comme Madame Tiang vient de le souligner à juste titre, c'est facile, mais on ne peut pas non plus faire beaucoup de voyages touristiques dans le monde de musique tout le temps. Donc, il faut qu'on soit connu d'abord en premier lieu sur les plateformes digital, avant qu'on se déplace en présentiel. Alors, dans le pays cible, voilà, donc j'aimerais bien vous poser une autre question, il faut y répondre rapidement. Quels sont les obstacles à l'heure actuelle pour les artistes vietnamiens quand ils se développent à l'international? Je pense que le premier obstacle, la première barrière, c'est la difficulté linguistique, le langage. Deuxièmement, c'est la question financière. Vous voyez, on demande de l'argent pour, en fait, se hisser aux standards internationaux. On n'a pas non plus de facilité financière comme nos amis internationaux. On n'a pas eu l'occasion de nous frotter avec la réalité à l'étranger. Alors, pour voir ce qui nous fait défaut et pour voir ce qu'il y a comme tendance dans le monde et sur le marché international. Les événements organisés comme l'ISpace par l'Institut français sont très précieux. En fait, dans cette mesure, plusieurs pays dans le monde ont également des dispositifs culturels pour aider les artistes. Par exemple, la Corée du Sud, le Japon, le Canada, Singapour, ces pays ont des fondations pour venir en aide aux artistes quand ceux-ci souhaitent se développer à l'international. Et c'est ce qui fait défaut au Vietnam à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Madame Alice Go. Vous êtes chargée, la directrice générale de Made in Asia. Et comment les artistes peuvent entrer en contact avec vous et comment les artistes vietnamiens peuvent dans l'avenir participer à Made in Asia chez vous? Comment, voilà. Merci pour votre question. Merci pour l'invitation à participer à cet événement LiveSpace Pro. C'était un plaisir d'assister à toutes les tables rondes et avant ça au tremplin musical. Donc Made in Asia, c'est un festival français qui n'a pas vocation ou ni la prétention de pouvoir représenter la grande diversité des diffuseurs de musique actuelle en France, qui ont beaucoup de formats et de tailles différentes. Je dirais que notre festival, il a quelques caractéristiques. Il est vraiment spécialisé sur l'Asie et il est pluridisciplinaire. Donc là, je vais me concentrer sur notre stratégie en termes de musique actuelle. Et vous disiez donc comment est-ce qu'on fait pour sélectionner, trouver les artistes et comment est-ce que les artistes peuvent aussi nous trouver. C'est assez classique hein, comme processus. On fait beaucoup de recherches dans un premier temps. La recherche, ça se fait en ligne. Et là, forcément, on rencontre pas mal d'obstacles, un peu les mêmes que Monsieur Dong Nguyen dont il parlait pour les artistes étrangers, c'est-à-dire la barrière de la langue et aussi la barrière de savoir où trouver l'information, parce que selon les pays que l'on cible, l'information n'est pas toujours sur les mêmes plateformes et les mêmes médias. En Chine, ça va être WeChat. Ici, c'est Facebook. En Europe, le site web doit être à jour parce que c'est des plateformes qui sont très, très regardées par les acteurs. Ici, c'est plutôt les réseaux sociaux. Donc, il faut d'abord capter les habitudes de promotion de chaque territoire pour pouvoir trouver les bonnes informations au bon endroit. L'autre volet je dirais de l'activité de repérage d'artistes, c'est bien sûr par le réseau. Et je dirais que ça, c'est aussi indispensable et très, très... voilà, c'est comme ça que l'on peut trouver les bons artistes et faire parfois valider nos choix après certaines recherches. Ce réseau, il se fait localement et là, sur ça, on est assez chanceux en France puisqu'on a vraiment un secteur qui est déjà assez bien structuré avec des acteurs qui se connaissent déjà, qui savent déjà travailler en réseau. Je peux vous donner l'exemple d'un réseau dans les musiques actuelles qui est spécialisé dans les musiques du monde et qui s'appelle Zone Franche.
C'est un réseau sur lequel voilà, des festivals comme nous peuvent s'appuyer pour rayonner en France et en Europe. Et il y a aussi des événements comme... alors, qui parlait de Womex? Je pense que c'était Bastien qui évoquait le Womex avec les pavillons France. Voilà, ça c'est aussi des événements auxquels on peut aller participer. C'était au Portugal cette année. Donc ça c'est le secteur des musiques du monde au niveau européen. Voilà pour le travail en réseau au niveau local et au niveau international. Les déplacements, là c'est parfois plus compliqué pour nous de venir repérer les artistes directement sur leur territoire, mais c'est indispensable. C'est aussi pour ça que c'est très précieux d'avoir été invité aujourd'hui. Et donc dans ce cadre-là, voilà, on repère des artistes qui doivent être prêts pour le marché français, donc plutôt des artistes émergents, mais qui ont déjà un projet et un produit assez mature. Voilà. Cảm ơn chị ạ. Merci beaucoup, Madame. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Donc, ce sont des questions de nos téléspectateurs. Donc, les questions vont à tous nos intervenants. Donc, une question à Madame Céline Luguet. Vous avez dit que les artistes peuvent bénéficier financièrement de la part de l'État. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus? Comment les artistes peuvent accéder à ces financements? Est-ce que ces financements sont destinés seulement aux artistes ou bien à tous les acteurs dans le monde de la musique, dans l'industrie de la musique? Donc les artistes peuvent être représentés, s'auto-représenter, c'est-à-dire que s'ils sont autoproduits, ils peuvent tout à fait déposer des demandes d'aide et être accompagnés. S'ils sont représentés par leur éditeur, leur producteur, leur agent promo, PR, etc., eh bien, nous accompagnons ces artistes à travers leur environnement professionnel. Donc, ces aides sont vraiment destinées à la fois aux artistes et à leur environnement professionnel. On aide aussi les professionnels à se déplacer sur des salons qui ont été nommés, ou MEX, etc., ou à aller à faire des missions pour rencontrer les professionnels étrangers avec lesquels ils souhaiteraient travailler. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Cảm ơn chị. Vâng ạ, hy vọng là bạn Vi. Merci de votre réponse. Il y a une autre question. Comment faire pour pouvoir envoyer un dossier à Madame Alice? Donc, elle voudrait vous envoyer son dossier, en fait. Chúng tôi chercher Made in Asia sur Facebook et Instagram et rentrer en contact avec nos équipes. Voilà. Et ensuite, on vous donnera mon contact direct pour m'envoyer le dossier. C'est le bienvenu. Cảm ơn ạ. Merci pour votre réponse. Donc, il y a nous avons encore du temps pour d'autres questions. Une question à Monsieur Dom Nguyen. Donc, Dom Nguyen a parlé des difficultés et des obstacles pour Panda Media. Quels sont les critères, selon vous, que les artistes doivent répondre pour que Panda Media
peuvent investir dans l'exportation de ces artistes? Concernant, il faut d'abord un produit de bonne qualité et c'est un enjeu alors qui prime d'abord. Il faut d'abord avoir un produit de bonne qualité. Outre les techniques de chant, il faut avoir une bonne présence scénique. Il faut être capable de faire passer un message. Et ceci se traduit non seulement par le contenu de la chanson, mais aussi par la capacité de parler, d'être en contact avec le public. Donc vraiment, il y a des compétences linguistiques, la présence sur scène, la capacité de parler avec la foule. Donc, vraiment, ce sont les techniques à maîtriser. Il faut donc se faire distinguer, se faire connaître, savoir répondre aux questions posées par les journalistes. L'exportation porte donc sur les produits originaux parce que Madame Go cherche ceux qui ont des caractères, n'est-ce pas? Si tout le monde se ressemble, donc on n'a pas besoin d'exporter parce que quand on exporte quelque chose, c'est ce qui fait défaut à votre marché. Donc il faut vraiment alors mettre en exergue la personnalité du chanteur pour que leur produit soit vraiment attrayant à l'étranger. Donc c'est notre travail aussi de mettre en valeur alors ce produit, ses talents, alors là, dans une logique de partage. Oui, je me permets. Cho phép tôi cũng xin được bổ sung thêm thông tin. Tôi cũng rất là đồng ý với anh Đông Nguyễn và bổ sung thêm thông tin là như này. Lúc nãy anh cũng đã nói rằng là cái sản phẩm đầu tiên phải là sản phẩm tốt, bởi vì bản thân chúng tôi khi chúng tôi nói chuyện với những đơn vị tổ chức tại các phòng nhạc thì chúng tôi phải dựa vào các đối tác khác nhau và chúng tôi phải thuyết phục họ. Và hiện nay thì sau Covid như các bạn đã biết thì những người phụ trách xây dựng các chương trình tại các phòng nhạc ấy thì họ rất là ngại, họ thường chọn những tên tuổi thôi, là trên áp phích toàn tên tuổi lớn thôi. Và trước họ phải nghiên cứu rất là kỹ trước khi mà quyết định giới thiệu một nghệ sĩ mà lại là nghệ sĩ mới, cách biểu diễn, khả năng trả lời đối đáp với khán giả với các nghệ sĩ nước ngoài. On fait la communication sous plusieurs formes. Déjà, le festival, chaque année, il a un thème, ce qui permet de renforcer le storytelling et que donc on va faire la programmation et la sélection des artistes en fonction de ce thème. Et ensuite, on privilégie des artistes qui ont des aisances à s'exprimer, notamment en anglais, parce qu'on fait pas mal de petites vidéos pour présenter les artistes, pour qu'ils puissent échanger avec le public avant le concert et assurer aussi un bon remplissage des salles, puisque c'est des artistes qui souvent ne sont pas connus en fait. Donc il faut vraiment faire ce travail de PR. Cảm ơn chị Alice. Madame Alice, je vois bien qu'il y a beaucoup d'informations utiles en effet pour les jeunes artistes. Si vous participez à cette table ronde, vous pouvez en effet mettre à profit de ces informations pour vous former et pour tenter votre chance. Il y a une courte question posée à Madame Anquin, Madame Dorothée. Est-ce que vous avez le projet de vous produire prochainement au Vietnam? Est-ce que vous recevez de l'aide de la part des instituts et des acteurs ici dûment représentés? Est-ce que vous pouvez recevoir de l'aide des acteurs publics ici représentés pour venir vous produire au Vietnam prochainement, si c'est le cas? À cause de la situation de pandémie. Et donc, je suis ravie de pouvoir revenir. Ça se passera au mois de juin. Je vais faire une tournée au Vietnam, dans plusieurs villes, jusqu'à la fin juste après ma résidence. En fait, je vais faire une résidence d'artiste pendant 1 mois. Et donc, je vais venir après pour cette série de concerts en groupe, donc nous serons 4. Et en effet, c'est à l'invitation de l'Institut français que cela se fait. Voilà.
Cảm ơn chị Rose. Chúng tôi sẽ học. Merci beaucoup, Madame Dorothée. Nous avons hâte de vous rencontrer prochainement au Vietnam. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn chị. Je vois une autre question. Permettez-moi de lire cette question. Câu của Jeslie là để xuất khẩu âm nhạc ra nước ngoài nên chỉ thuần túy tập trung vào âm nhạc hay nên dùng các phương thức khác để mở đường như là hình ảnh của chính nghệ sĩ đó, một cái concept lạ nào đó, hay là gần đây là nhạc remix trên các nền tảng như TikTok. Phần này thì tôi tin là phần nào Đông Nguyễn cũng đã có đề cập đến rồi đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thảo luận tiếp theo. Phần thảo luận tiếp theo đó là về vai trò của các nền tảng phát hành số trong việc hỗ trợ các nghệ sĩ. Nhưng mà trước khi thì chúng ta bước sang phần này thì tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã ngồi đây với tôi. Cảm ơn Trang, cảm ơn Alice. Mời các chị về chỗ. Và phần này thì Đông Nguyễn vẫn tiếp tục ở lại đây ngồi nói chuyện với lại Uyên Ly. Và từ phía các khách mời thì nãy giờ chúng ta đã được nhìn thấy anh Antoine El Iman ở trên màn hình Zoom ạ. Anh Iman là giám đốc điều hành của Believe tại khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand. Và Believe là một đơn vị phát hành âm nhạc rất ấn tượng với một đội ngũ 1.500 chuyên gia âm nhạc và công nghệ tại 50 quốc gia để hỗ trợ và phát triển nghệ sĩ và các hãng đĩa độc lập. Và Believe giúp phát hành âm nhạc cũng như là tối ưu hóa lượng khán giả và doanh thu trên hơn 150 nền tảng phát hành trực tuyến, bao gồm các nền tảng nội địa rất là lớn ở Việt Nam như mọi người đều biết, như là Zing hay là Zing MP3, NCT hay là Keng. Và Believe cũng đạt được vị trí đối tác ưu tiên với các nền tảng quốc tế lớn nhất như là YouTube, Spotify hay Apple Music. Rất là cảm ơn anh Antoine El Iman đã tham gia cùng với chúng tôi. Và hôm nay chúng ta gặp lại chị Sabrina Duran từ Bộ Ngoại giao Pháp. Và tôi xin phép giới thiệu lại với chị một chút. Nếu mà với ai mà chưa theo dõi chị từ những cuộc trước đây thì chị Sabrina hiện đang là tham tán âm nhạc của Đại sứ quán Pháp tại Singapore. Và chị phụ trách công việc quảng bá âm nhạc Pháp tại khu vực châu Á. Và chị đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Một người đầy kinh nghiệm đang ngồi trước mặt chúng ta. Xin cảm ơn các vị khách mời và khán giả đừng quên comment. Nãy giờ chúng tôi rất là thích các câu hỏi của các bạn gửi đến, câu hỏi thực sự rất là chất lượng. Hôm nay không biết là trong khán phòng này có ai muốn giơ tay không ạ? Ai lại khán giả trực tiếp nhưng mà không tích cực bằng khán giả trực tuyến? Hay đây là xu hướng? Vâng. Bây giờ lại xin hỏi Đông Nguyễn, trải nghiệm của Đông Nguyễn một chút về cái nền tảng số. Thì lúc nãy chúng ta cũng nhắc đến việc là phải tích cực. Nguyễn. Alors, votre travail consiste à aider les artistes sur les plateformes musicaux. Donc, quel est le rôle de ces plateformes quel est le rôle de ces plateformes pour le développement des artistes? Est-ce que les artistes peuvent survivre sans ces plateformes? Alors, on vit au XXIe siècle. Les plateformes digitales font partie intégrante et indispensable de notre vie quotidienne, sans parler de la musique. Un artiste dans le temps qui souhaitait se produire à l'étranger, il doit avoir en effet une société derrière pour s'exporter. Alors, donc, vous voyez que les plateformes digitales à l'heure actuelle nous aident à relever plusieurs défis posés à l'artiste dans le passé. Avec les réseaux sociaux, les plateformes aident nos artistes à avoir accès à un grand nombre de téléspectateurs. Donc, plusieurs maillons de la chaîne de production sont économisés. Donc, plusieurs intermédiaires n'existent plus. L'artiste peut avoir accès à des publics TikTok ou bien des plateformes digitales qui ne sont pas encore très développées, mais c'est un bon début. Vous voyez, avec les chiffres qui viennent du streaming, très important en France,
Par exemple, ça, c'est une source de revenus qui aide les artistes à vivre avec le métier. Ce n'est pas non plus l'affaire de la communication, mais ça, c'est directement lié aux revenus de l'artiste, les plateformes digitales. Est-ce que les artistes peuvent vivre sans les plateformes digitales? C'est la deuxième question. Oui et non. Les artistes peuvent toujours vivre sans avoir recours aux plateformes digitales, mais ils vont rencontrer beaucoup plus de difficultés. Ils doivent vendre des CD, ils doivent organiser des tournées en présentiel. Donc, vous voyez que le mode de consommation de la musique a changé au cours de ces derniers temps. Donc, c'est plus risqué si on ne fait pas appel à ces plateformes digitales. On peut toujours vivre, mais si on veut atteindre des publics de manière plus rapide et avec plus de revenus, plus de résultats, les plateformes digitales s'imposent comme un impératif. Tiếp theo một câu hỏi cũng liên quan đến quá trình sáng tạo một chút thì Merci beaucoup Đồng Nguyễn. J'ai une autre question. Les plateformes digitales se développent beaucoup. Donc le fait d'être repéré sur une plateforme digitale peut-il avoir en effet des impacts sur le développement de carrière de l'artiste lui-même? Et est-ce que ceci a avoir des impacts sur sa créativité? Dans le temps, si on veut en effet acheter un CD, le CD va être acheté donc sans que le lecteur soit vraiment motivé. Mais maintenant, ça change. Le mode de consommation change. Pour vendre un tube sur une plateforme digitale, donc, alors il faut permettre à l'acheteur d'écouter en essai 30 secondes. Donc, il faut être capable de capter l'attention du public dès le début. Alors, dans le temps, on pouvait faire, en effet, alors des CD avec des chansons interminables, alors d'une durée de 5 minutes, 7 minutes. Maintenant, alors le temps d'une chanson, c'est 2 minutes. Donc, ça permet en effet au public alors d'écouter des courtes chansons et ça permet de multiplier des revenus. Donc, le mode de consommation change. Le temps d'une chanson change. Donc, nous avons des modèles d'affaires aussi qui sont adaptés à cette nouvelle donne. Donc, ça oblige les artistes à changer également dans leur mode de création. Monsieur Antoine, s'il vous plaît. Monsieur Iman, oui. Je veux donc vous poser des questions sur les actions de Believe au Vietnam et vous permettra, alors ceci alors, va nous permettre d'avoir une vue sur le développement de Believe au Vietnam en tant qu'un label international. Est-ce que ceci a exercé des impacts sur le mode de consommation des Vietnamiens au cours de ces 3 dernières années et comment Billy s'est adapté à cette nouvelle donne au Vietnam? Je voudrais vous poser des questions d'affilée. Vous pouvez y répondre au fur et à mesure. Après ces 2 questions, j'aimerais bien vous poser une question sur les tendances à l'avenir. Est-ce qu'il y aura des grands changements sur les plateformes digitales dans 5 ans? Est-ce que les artistes vietnamiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour anticiper ces nouvelles tendances, le cas échéant? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux artistes vietnamiens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour mettre à profit les avantages offerts par les plateformes digitales, ce pour le développement de leur carrière? Donc, vous pouvez répondre au fur et à mesure à ces questions ainsi posées. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et la teneur des débats qui est de très bonne qualité. C'était beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre les unes après les autres. La première, Believe au Vietnam. Oui, comme il a été dit précédemment dans votre introduction, Believe est une société d'origine française qui a été créée il y a 15 ans, mais Believe Vietnam, c'est une société qui se concentre sur les services aux artistes et aux labels vietnamiens avant tout.
Donc nous n'avons pas vocation à exporter la musique française ou internationale au Vietnam. Notre action au Vietnam, c'est de soutenir la scène locale, la création locale, et de la défendre auprès des audiences vietnamiennes avant tout, et ensuite à l'export si les possibilités apparaissent. On sert des labels et des artistes vietnamiens avec des services de distribution vers les plateformes de streaming, comme vous l'avez dit, et les social media, et avec des services marketing également. Et des artistes et des labels à vraiment tous les niveaux de maturité et de développement de leur carrière. On travaille avec des très jeunes artistes émergents qui vont utiliser notre plateforme qui s'appelle TubeCore, et puis on travaille avec des artistes émergents jusqu'à des top artistes ou des gros labels vietnamiens avec Believe Distribution. Et pour citer quelques-uns des artistes vietnamiens avec lesquels on travaille aujourd'hui, nous travaillons avec Song Tung TP, avec Den, avec Mitam, avec Min, avec Ami, quelques-uns des top artistes vietnamiens, mais aussi avec des nouveaux artistes et des artistes émergents. On travaille aussi avec des labels comme Loops ou Sky Music, pour en citer quelques-uns. On distribue leur musique sur les réseaux sociaux et on la monétise sur Facebook, sur Instagram, donc Meta, sur TikTok bien évidemment, mais aussi sur les plateformes de streaming et sur YouTube, qui est aujourd'hui une des principales plateformes où la musique vietnamienne rencontre son audience. Donc nous développons les audiences et nous développons la monétisation de la musique vietnamienne au Vietnam. Et la particularité du Vietnam, c'est aussi d'avoir une diaspora assez nombreuse, avec 5 millions de Vietnamiens ou de personnes d'origine vietnamienne vivant à l'étranger, donc une grosse partie aux États-Unis, une grosse partie des revenus de la musique vietnamienne aujourd'hui provient des États-Unis et principalement en touchant les diasporas vietnamiennes aux États-Unis, en Australie, en France également, bien évidemment. Le travail avec les plateformes ne se résume pas aux plateformes internationales. On travaille aussi avec les 3 principales plateformes vietnamiennes, donc Zing et P3, que vous avez cité, NCT et Keng, qui appartient à Vietel. Pour nous, c'est indispensable que la musique vietnamienne puisse être écoutée partout au Vietnam et à l'étranger, bien sûr, mais sur l'ensemble des plateformes au même moment. À partir du moment où les conditions de monétisation et de valorisation de la musique sont acceptables. Donc, on a signé récemment avec ces 2 dernières années, on a signé avec les plateformes locales également. Voilà pour les actions de Believe au Vietnam. Je crois que une de vos questions portait sur les transformations du marché dans les années qui viennent. Comme il a été dit tout à l'heure, le Vietnam est un marché très jeune, un pays où la croissance du PIB est très très forte depuis ces 10 dernières années, une population très jeune et très nombreuse, très connectée. Donc le potentiel, nous sommes extrêmement confiants sur le potentiel de la musique vietnamienne et sur le développement commercial sur les plateformes digitales dans les années qui viennent. On pense que le Vietnam fait partie des marchés qui vont grossir de 5 à 10 fois dans les 10 années qui viennent. Donc on est extrêmement confiant là-dessus. Et en même temps, c'est un marché très jeune, finalement un marché d'artistes indépendants plus que de labels pour ce qui concerne la production contemporaine. On pense qu'il va y avoir un phénomène de concentration et que des entrepreneurs vont créer des labels et développer des structures organiquement plus importantes en défendant des pools d'artistes. C'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. On pense que le secteur du publishing va se développer, puisque c'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque c'est un concept assez récent au Vietnam. Donc le publishing et les revenus du publishing vont également se développer, les revenus du live aussi, bien évidemment. Pour ce qui concerne les plateformes, on va sans doute assister à une pénétration plus forte des plateformes internationales, donc de Spotify, d'Apple, de YouTube, et en même temps à un développement des plateformes locales qui vont se faire concurrence les unes forcément par aux autres, avec une inconnue principale pour l'année qui vient ou les 2 années qui viennent, c'est le lancement de TikTok Music. TikTok travaillant sur un projet de plateforme de streaming, l'ayant lancé en format bêta en Indonésie sous la marque Resso,
Et il est question que ce projet soit lancé dans les mois ou les années qui viennent, sans doute dans les mois qui viennent au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et ça sera un nouvel entrant, donc vraiment sur le marché des plateformes, en sachant que, bien évidemment, leur force est de pouvoir convertir les audiences phénoménales de TikTok en audience monétisée sur une consommation de streaming musical. C'est une plateforme à part, TikTok Music, mais forcément avec un funnel de conversion qui va être très important. Wow, rất cảm ơn anh Trần. Merci beaucoup pour vos informations. Ce sont des informations très utiles pour nos artistes, donc utiles également pour Hapanda Media. J'ai une autre question. Dans un monde qui est marqué par le développement très rapide des plateformes digitales, qu'est-ce que les artistes peuvent faire pour pouvoir s'adapter à ces changements et pour pouvoir en tirer le profit? Donc, la question est destinée à M. Antoine et puis à M. Dong Nguyen. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect social media et il y a l'aspect des plateformes de streaming. L'aspect social media, comme le disait Dong tout à l'heure, c'est une phénoménale opportunité de pouvoir développer, engager ces audiences sans passer par le filtre des médias, comme c'était le cas précédemment. Donc, bien évidemment, notre recommandation, c'est aux artistes, c'est de créer, développer, engager, raconter leur histoire sur les médias sociaux et en choisissant ceux sur lesquels le premier public est présent, mais sans se limiter à une ou deux plateformes, puisqu'aujourd'hui, YouTube Shorts est un énorme succès, TikTok bien évidemment aussi, Instagram aussi, Facebook au Vietnam est très important. Donc voilà, en travaillant sur différents médias sociaux. Et après, il y a l'impact des plateformes digitales de streaming. Et là, ce qu'on constate, c'est que le nombre d'audiences générées par les algorithmes est de plus en plus important. C'est-à-dire que de plus en plus, les audiences générées sur ces plateformes ne sont pas le fruit d'une recommandation humaine, mais les audiences augmentant, forcément, de plus en plus d'auditeurs voient la nouvelle musique qu'ils écoutent recommandée par les algorithmes. Et pour ça impose une contrainte, mais qui est aussi une opportunité pour les artistes, c'est que l'algorithme, pour qu'il puisse vous repérer, pour ça, la première chose, c'est de travailler avec un partenaire qui va vous aider à être présent sur les plateformes et à faire en sorte que vous soyez repéré des éditeurs, mais des algorithmes aussi. Et l'algorithme a cette spécificité qu'il a très fin. Và như vậy thì các cái thuật toán này thì phải các thuật toán này thì phải nuôi dưỡng nó thường xuyên, chứ nếu ou en tout cas de nouveaux formats où le format album n'est pas forcément le format idéal, mais qui peut être d'avoir une stratégie de release étalée dans le temps pour faire en sorte que à chaque nouvelle sortie de titre, vous puissiez capitaliser sur le succès du précédent et sur le reach que vous avez atteint grâce à l'algorithme de la plateforme. On pense que c'est une tendance de fond et qui va s'accélérer dans les années qui viennent avec le développement du streaming. Vâng, đúng rồi. Một cái yếu tố kỹ thuật là vô cùng quan trọng và je vois bien que l'élément technique est très important et ça effectue des impacts considérables sur la créativité. Vous voulez poser une question donc sur le changement, dû en effet au changement numérique. TikTok, comme vous le savez, c'est une plateforme digitale à laquelle il faut attacher beaucoup d'importance. Donc, il y aura des nouvelles plateformes digitales à l'avenir avec le développement numérique. Donc, les artistes vont s'y adapter comment? Voilà. Pour pouvoir s'y adapter, les artistes doivent faire des études de marché
ils doivent comprendre ce qui se passe autour d'eux. Avec l'Internet, on peut en fait avoir des informations mises à jour d'une façon rapide. Nos jeunes artistes doivent avoir peut-être une équipe qui est là comme Believe, ou bien des sociétés dans le monde de PR, des impresarios, l'Institut français, ou bien le travail de Madame Durand aussi. Donc, les jeunes artistes peuvent avoir des informations en travaillant avec les différents acteurs pour avoir de bonnes informations au bon moment. Comme vous le voyez, TikTok va se lancer pour faire TikTok Music. Donc, les artistes doivent se préparer pour s'adapter à ce changement, pour pouvoir être le plus efficacement économique possible. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des commentaires. Donc, nous avons reçu des questions de la part de Thiên Minh Đức. Alors, moi, je suis un auditeur exigeant concernant le streaming et la production musicale. Alors, le streaming exerce des impacts sur la créativité. La chanson a été modifiée pour devenir une marchandise. C'est une tendance et pourtant, parfois, on doit sacrifier le côté esthétique de la chanson. Alors, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ceci... Alors, M. De Nguyen, vous avez en fait exposé des changements exercés par le changement numérique sur la créativité. Il y a une autre question. Il y a une question intéressante de Hoàng Lam. Merci, alors Hoàng Lam, d'avoir suivi les 3 tables rondes. Vous voulez poser une question? Alors, dans l'avenir, les plateformes digitales vont devenir tous payantes. Est-ce que ceci va être une barrière au Vietnam? Monsieur Antoine Iman, est-ce que vous pouvez répondre très rapidement à cette question concernant le côté payant des plateformes digitales à l'avenir? Est-ce que ceci est un obstacle? Payantes ou à court terme ni à moyen terme. Et je pense qu'elles vont pour la plupart garder un modèle freemium avec une offre gratuite, une offre payante. Et est-ce que ça sera un problème au Vietnam? Absolument pas. Je pense que les plateformes savent très bien ce qu'elles font quand elles promeuvent des offres payantes et qu'elles adaptent leurs tarifs aux pays dans lesquels elles agissent, forcément, et qu'elles introduisent le paiement quand il y a une possibilité de payer et une propension à payer. Et qu'en attendant, les modèles basés sur la publicité permettent l'éducation au streaming et en attendant que les offres deviennent payantes. Okay. Vâng ạ, cảm ơn anh An Toàn. Bây giờ thì hỏi chị Sabrina, cảm ơn chị đã đồng hành cùng. Une question à Madame Sabrina. Merci pour nous accompagner dès le début. Donc, votre travail consiste à la promotion de la musique française à l'international, notamment en Asie, du Sud-Est. Donc, le développement des plateformes digitales exerce-t-il des impacts sur votre approche, sur votre travail, en fait? Bonjour à tous à nouveau. Donc, je remercie à nouveau l'équipe de l'Institut français d'Hanoï pour m'avoir convié à cette table ronde. Je vais continuer, moi, l'échange. Je vais vous présenter d'un point de vue un petit peu plus institutionnel la manière dont nous, on se saisit du streaming dans l'action soit des organismes publics comme le CNM ou l'IF, l'Institut français, et ce que nous, on peut faire, ce qu'on peut mettre en place dans les ambassades et les alliances. Je vais en fait vous présenter un outil qui a été mis en place par le CNM. Évidemment, le streaming, ça donne un nouveau souffle à l'économie de la musique et à la diffusion des œuvres. Et l'outil dont je vais vous parler, qui s'appelle Watt de France, donc des playlists qui sont créées par une équipe dédiée au CNM, ça va vraiment soutenir la découvrabilité des artistes. On parle vraiment beaucoup de découvrabilité
Donc comment identifier des nouveaux artistes français, l'émergence. Et notre action, en tout cas dans le réseau culturel français, de manière conjointe avec nos amis de l'Institut français et du CNM, en fait, donc évidemment, s'appuie sur les nouveaux modes d'écoute et d'utilisation de la musique représentés par les plateformes. Donc What de France, c'est un dispositif donc, qui est intégré au Centre national de la musique. Une équipe dédiée qui propose des playlists par genre, par thème musical, par artiste. Donc il y a des playlists qui peuvent être composées par des artistes eux-mêmes pour mettre en avant différentes esthétiques musicales. Il existe aujourd'hui à peu près 200 playlists qui sont accessibles sur toutes les plateformes de streaming, les principales plateformes type Deezer, Spotify et bien d'autres. L'objectif de ces playlists, c'est vraiment en fait, on s'en saisit comme un outil de promotion pour nous accompagner l'action qu'on va mener sur le terrain dans les pays dans lesquels on peut exercer, que ça soit, je pourrais vous donner quelques exemples ensuite. Donc il y a des playlists, donc Céline en a parlé rapidement tout à l'heure, voilà, c'est des playlists Made in France qui vont mettre en avant la scène musicale et la jeune scène musicale française avec différents thèmes. Donc vous pouvez vraiment vous en saisir et écouter puisque c'est à disposition sur les plateformes de streaming. Et What de France, c'est également évidemment un site internet qui va relayer toute l'actualité musicale en France, que ce soit au niveau artistique, musicien, festival et rencontres professionnelles organisées en France. Donc il y a des événements qui sont organisés aussi dans le cadre de What de France, qui organise voilà, des mini-festivals pour promouvoir cette scène émergente. La manière dont nous, on peut travailler, en tout cas au niveau régional, à mon niveau, je peux vous expliquer rapidement ce qui a été fait, ou ce que moi je vais mettre en place au moins pour Singapour. Donc on essaye de développer les playlists avec des partenaires locaux, donc c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur tout un réseau de partenaires dans les pays dans lesquels on travaille. Donc ça va être principalement des médias, dans la musique. On va essayer de développer la fanbase. Donc tout cet outil va nous permettre de développer les audiences pour un artiste. Donc si on organise des concerts d'un artiste spécifique, ça peut accompagner le travail de promotion en local pour la promotion des concerts et de tout le dispositif d'accompagnement qu'on met en place pour promouvoir l'artiste dans un festival. Et donc What de France vient en support des actions de promotion que nous on peut en mettre en place, et c'est un outil rapide, facile d'accès. Voilà, donc on peut avoir une information assez rapide. Donc voilà, donc cette création de contenus musicaux proposée par le CNM est un outil intéressant, et il faut s'en saisir pour vous aller aussi découvrir la scène locale française, et ça peut être aussi un outil qui peut être développé ou adapté pour les industries de la musique en Asie qui veulent promouvoir leurs acteurs. Et on travaille également avec des influenceurs locaux, c'est le cas en Corée du Sud et en Chine. Et voilà, on va travailler avec des influenceurs qui vont, eux, composer des playlists de musique française. Et ça nous permet, en fait, de passer par des influenceurs des pays, d'avoir aussi un pouvoir promotionnel un peu plus important, puisqu'on s'adresse par des collaborateurs ou des partenaires locaux à une audience locale. Donc ça nous permet de mieux accompagner la promotion de la scène musicale française. Vâng ạ, rất nhiều công việc để làm với sự phát triển nền tảng. Beaucoup de choses à faire avec le développement des plateformes digitales. Vous devez être beaucoup plus occupé parce que vous devez couvrir de nouveaux champs de compétences. Avec le numérique, j'ai vu le commentaire d'un auditeur qui vient de m'envoyer en effet des messages. Hier, j'ai posé des questions, donc alors mes questions correspondent plutôt à des thématiques aujourd'hui. C'est comment on peut faire pour présenter nos artistes vietnamiens à l'étranger. Peut-être Monsieur Antoine Đông Nguyen est parmi nos invités ici présents, si vous voulez apporter des compléments d'information à cette question. Comment faire pour exporter nos artistes vietnamiens à l'étranger? Parce que alors, si on fait en parallèle avec la Thaïlande ou bien les Philippines, les artistes vietnamiens n'ont pas beaucoup de fans. Alors dans le monde
Alors, au cours de ces derniers temps, il y a des chansons vietnamiennes qui sont connues mondialement, mais les artistes sont beaucoup moins connus. Il n'y a pas de fan club pour eux à l'international. Alors, je donne la parole d'abord à M. Dong Nguyen. Des chansons, quelques chansons vietnamiennes au cours de ces derniers temps, après l'apparition de TikTok, des chansons vietnamiennes sont... Il y a quelques-unes qui sont connues dans le monde, mais des artistes n'ont pas pu se rebondir après, en fait, le succès de ces chansons. Le succès ne se réside pas dans la réussite d'une chanson, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de construction d'une carrière. Donc, quand on voit et quand on repère une belle chanson, les auditeurs vont en effet aller sur Internet pour voir qui a chanté cette chanson. Est-ce que ce chanteur a d'autres chansons et est-ce que ce chanteur se distingue d'autres artistes vietnamiens? Donc, c'est vraiment un nouveau challenge que plusieurs artistes vietnamiens ne sont pas encore arrivés à relever. C'est à cause d'un obstacle linguistique. Par exemple, après le lancement d'une première chanson, ce sera a priori en vietnamien parce qu'ils ont peur. Parce que si la chanson est faite en anglais ou bien en français, alors l'artiste a peur de perdre l'audience vietnamienne. Mais quand il y a des étrangers qui aiment bien écouter ces tubes, alors ça devient difficile parce que peut-être si c'est pas en anglais, en français, donc les auditeurs ne vont pas en fait au-delà d'un tube. Donc les artistes sont appelés à avoir une stratégie plus adaptée sur le plan linguistique pour atteindre le public local du pays cible. Donc si on chante seulement en vietnamien, donc vraiment c'est pas suffisant, n'est-ce pas? Mipan a posé une autre question. Alors, moi-même, je peux faire l'objet d'une campagne PR à l'étranger, mais est-ce que je peux, en fait, alors participer à une campagne de publicité à l'étranger, mais en même temps, on peut aussi développer notre carrière au Vietnam. C'est vraiment la question que je veux aussi poser à Madame Durand. Par exemple, un artiste vietnamien qui a eu une chanson connue, et comment cet artiste peut se faire connaître en France ou bien à l'étranger? Qu'est-ce qu'il doit faire pour en fait être repéré par Believe ou bien par l'Institut français pour recevoir plus d'aide et pour bénéficier des dispositifs d'aide? Monsieur Antoine, s'il vous plaît. Je vais avoir une position un peu à contre-courant sur ce sujet-là. Je pense que la principale opportunité pour un artiste vietnamien aujourd'hui, c'est le Vietnam. Quand vous avez un marché qui a la chance de croître aussi rapidement que ça, je pense que le principal objectif devrait de développer son audience et sa carrière auprès des audiences locales. Et ensuite, une fois que vous atteignez un certain statut, peut-être penser à l'international. Mais l'international, l'export, ça va demander des investissements, une stratégie de long terme, une capacité à se mettre en risque financier et stratégique pendant une certaine période de temps. Et c'est donc, selon nous, pas du tout ce que devrait être la priorité d'un artiste, d'ailleurs qu'il soit artiste français en France ou artiste français au Vietnam. La langue est effectivement une barrière, mais si cet artiste commence à chanter américain, en anglais, alors il fait face à une compétition qui est Justin Bieber. Alors il affronte Travis Scott. Donc est-ce que aujourd'hui l'industrie française ou vietnamienne est prête à affronter des mastodontes de ce type-là avec des investissements colossaux, etc. Là aussi, c'est vraiment avoir une stratégie extrêmement risquée. Ceci dit, les exemples qu'on a, nous, de succès, même au sein de la région en Asie, on en a plusieurs. On a Pamungkas, qui est un artiste indonésien qui a du succès
aujourd'hui dans toute la région. On a Pumpipurit, qui est un artiste thaïlandais qui chante en anglais, qui a un succès international. On a Hypes, qui est aussi un groupe thaïlandais qui a un succès international. Il y a plusieurs façons c'est plusieurs histoires différentes. Il y a quand même une constante qui est le live, bien évidemment, aller pouvoir se produire, et donc pendant le Covid, c'était pas évident, mais là, aller pouvoir se produire dans les pays voisins peut aider à développer une audience à l'étranger. La deuxième, c'est les collaborations, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, pour nos artistes. Si un artiste indonésien commence à vouloir développer sa carrière aux Philippines, on va le mettre en relation avec des artistes philippins dont on pense qu'il pourrait être intéressant de collaborer avec, pour commencer à travailler sur des compositions qui vont pouvoir toucher les deux audiences. Et ensuite, le soutien des plateformes, et ça c'est notre métier. Une fois qu'on arrive à commencer à créer une audience dans un pays voisin, on va aller pitcher les plateformes Spotify, Apple, YouTube, etc., pour essayer de développer les audiences dans le nouveau pays. Et encore une fois, quand les perspectives de croissance sont aussi fortes que ce qu'elles sont aujourd'hui pour le Vietnam, ça paraît extrêmement risqué et pas forcément la meilleure stratégie d'aller affronter des pays où la croissance est plus faible et la compétition beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui au Vietnam. Cảm ơn anh Toàn. Cái lời khuyên của anh rất là rõ ràng. Có đồng nguyện có thấy hữu ích không? Merci beaucoup Antoine. Comme nous n'avons plus beaucoup de temps, Madame Sabrina. Un peu sur ce que disait également. En effet, nous, par rapport à la visibilité qu'on peut donner à des artistes étrangers en France, en effet, la collaboration, le featuring avec des artistes français est un bon moyen. Notamment, le CNM met en place des sessions d'écriture. Donc, c'est des sessions qui ont lieu une fois par an dans plusieurs pays. D'ailleurs, Dorothée pourra vous en parler parce qu'elle en a fait partie. C'est un bon moyen, en fait, si vous voulez avoir plus de visibilité, mais en effet, après, se dédier à son marché est aussi important avant de penser à l'export. Et en tout cas, au niveau des actions qui sont menées en France pour le soutien pour découvrir des nouveaux artistes étrangers, donc il y a le featuring, et le CNM soutient également des invitations de professionnels programmateurs français à l'étranger, dans des festivals type Zandari en Corée ou Singapour récemment, on avait un événement également. Donc voilà, donc c'est aussi une manière de capter l'attention des programmateurs via les tournées que peuvent organiser le CNM avec des programmateurs français en Asie. Voilà. Vâng, cảm ơn chị Sabrina. Thực ra là thời gian đã... Merci beaucoup, Madame Sabrina. Nous avons un invité en ligne, c'est Monsieur Emmanuel Cerise. Donc, permettez-moi maintenant de projeter la vidéo de Monsieur Emmanuel Cerise. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cerise. Tiếng hơi nhỏ phải không ạ? Tiếng hơi bé. Augmenter la création artistique. Les artistes dans plusieurs domaines, en fait les arts de la scène. Et ça s'adresse c'est tellement émergent, ça s'adresse vraiment aux jeunes. Le 18 entre autres. On demande un peu le jeune talent réside en développement sport le moment. Et c'est pour ça qu'on est prêt à leur donner une bourse qui peut aller jusqu'à les artistes doivent être diplômés d'une école. Mais aussi aux artistes les aider à mettre en œuvre leur projet.
soit culture naturelle, vous allez jusqu'à 50 000 € aussi sur le projet qui est subvention de 50 000 € qui doit avoir l'obligation de mois pour l'accompagnement administratif financier de fonctionnement de la structure. Alors, Forté, nous pensons, et ça dit depuis 2017, Forté Innovation. Projet dans le cinéma audiovisuel et 13 projets pour la musique. De la région de France et qui permet de présenter des œuvres artistiques dont voilà, donc, si vous avez Cảm ơn anh Emmanuel đã giới thiệu một cái quỹ. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, pour avoir présenté une belle fondation qui va en effet aider les internautes vietnamiens, des artistes vietnamiens à avoir accès à de nouvelles sources de financement pour leur développement de leurs projets artistiques. Donc nous arrivons à la fin de ce cycle de 3 tables rondes dans le cadre de l'I-Space Pro. Alors cette partie a pris vraiment beaucoup de temps concernant l'exportation en quelque sorte des artistes vietnamiens à l'international. Merci et je vous présente tous mes excuses pour le retard. Je voudrais donc inviter Monsieur le directeur de l'Institut français, Monsieur Vergon, et le représentant de Monsoon Music Festival à venir sur scène. Je vous invite à venir pour faire un bilan du programme l'I-Space Pro et on peut également tracer les perspectives de développement de cette rencontre dans les temps à venir. Je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Thierry Vergon et le représentant de Monsoon Music Festival. Monsieur Antoine, ne nous quittez pas, restez toujours connectés. Merci d'avoir réservé votre temps pour cette rencontre. J'espère que vous ne raterez pas d'autres événements, le cas échéant. Đông Nguyen, tu veux pas rester avec nous? Alors, oui, tout à fait. Donc, oui, merci infiniment. Je donne la parole donc à Monsieur. Alors, merci beaucoup d'abord à tous les intervenants de ces 3 journées intensives de discussion autour de l'industrie musicale au Vietnam et des possibles connexions à l'international, que ce soit pour que les artistes s'y produisent, pour que des artistes internationaux viennent au Vietnam, ou simplement pour qu'on crée des ponts et des échanges de bonnes pratiques entre nos différents pays où il y a des niveaux d'expérience qui ne sont pas toujours les mêmes.
Donc merci beaucoup à tous les intervenants. Merci aux partenaires qui ont permis de monter ce programme Livespace, au premier rang desquels le festival Monsoon, qui a été très investi notamment dans tous les workshops d'accompagnement des artistes. C'était vraiment, je pense, un apport essentiel pour permettre aux artistes qui ont participé au programme d'acquérir une meilleure connaissance des rouages de cette industrie musicale. Merci beaucoup à Believe pour son soutien. Merci aussi à Tetao Van Roy pour les relais presse. Merci donc à tous les partenaires. Merci à vous tous et toutes qui avez suivi ces journées professionnelles. Vous étiez très nombreux, plusieurs milliers par jour pour chaque table ronde. Ça prouve qu'il y a un vrai intérêt, une vraie demande, une vraie curiosité de la part des acteurs de cette filière au Vietnam. Je crois que c'est le signe que nous devons continuer. Donc voilà, Livespace pour cette édition se termine ce soir, mais nous avons bon espoir que Livespace continue. Je crois qu'il y a une volonté de la part de plusieurs partenaires de continuer l'année prochaine et les années qui suivront peut-être pour travailler ensemble avec sans doute davantage de partenaires. On a vraiment compris qu'il y avait un intérêt de la part de l'ensemble des partenaires de faire évoluer, de faire se structurer cette scène, cette filière musicale au Vietnam. Donc c'est très important. Et un dernier mot avant de passer le micro à Chao. Je voulais revenir sur le lauréat du concours Livespace de cette année, Méolac, pour les féliciter à nouveau d'avoir gagné ce petit concours, un concours gentil. Je voudrais reprendre les mots de Kwok Chung, le directeur du Monsoon Festival, qui disait que se limiter à un, c'était vraiment un arrache-cœur, et que en fait, il aurait fallu qu'on puisse décerner 4, 5, 6 premiers prix. Donc, on y réfléchira pour la prochaine fois. Merci beaucoup encore. Voilà, ciao. Xin chào mọi người. En tant que représentant de Monsoon Music Festival, nous sommes le premier partenaire de l'Institut français. On a été avec vous dès les premiers jours. Je suis très heureux de constater que ce projet a été couronné de succès. Nous avons organisé le Minifest. Alors, 2 soirées consécutives, nous avons pu organiser et choisir 12 groupes musicaux avec le vainqueur, c'est Méolac. Au bout de 18 mois, on a constaté beaucoup de progrès chez les jeunes artistes. On a pu organiser un terrain de jeu pour ces jeunes. On a organisé aussi des ateliers de formation pour donner en effet à ces groupes musicaux les compétences d'enregistrement dans les studios, ainsi que les compétences requises pour la production scénique. Alors, c'est très important pour le développement de leur carrière à l'avenir. Cette édition, c'est la première, mais ne sera pas la dernière. Ça va nous permettre, en fait, de réunir plus de partenaires autour de ce projet fédérateur. Nous espérons en effet que l'Institut français va continuer à travailler avec nous pour ouvrir plus de chances aux groupes musicaux au Vietnam et pour leur permettre de se faire connaître non seulement au Vietnam, mais aussi au niveau régional ou bien international, dans une démarche d'ouverture et dans une démarche de créativité. Merci encore une fois pour votre attention. Merci beaucoup. Je voulais remercier Yuan Lee qui a donné de la vie et de l'animation à ces débats. Merci pour toutes ces questions. Je vous laisse le dernier mot. Wow. Je ne pense pas que je serai la dernière à clôturer cet événement. Alors, comme vous le voyez, merci beaucoup, Monsieur Vergon, pour m'avoir donné cette tâche.
J'espère avoir apporté une petite brique à l'édifice qui est en l'occurrence l'iSpace. J'espère qu'avec mes questions, on a pu en effet tenir et puis permettre à ces 2-3 journées d'aboutir. Merci beaucoup pour votre patience et s'il y a des petits problèmes techniques, veuillez nous en excuser. Au nom du comité d'organisation, je voudrais en fait remercier Complex 01 qui nous a sponsorisé au cours de ces 3 dernières années. Ils nous ont apporté un soutien moral aussi, parallèlement à l'aide technique et matérielle. Encore une fois, merci beaucoup. Et pour terminer, et ceci s'adresse surtout à ceux qui sont présents avec nous ici, eh bien nous vous invitons à une session de networking qui s'accompagne d'un petit buffet pour récompenser tous ceux qui ont passé leur après-midi vietnamien dans ces murs, à nous écouter. Donc j'encourage ceux qui nous ont suivis en ligne à faire le déplacement à la prochaine session pour pouvoir profiter également de ce buffet, de ce networking. Merci à tous, au revoir et bonne chance à l'industrie musicale.